sincèrement, je crois que c'est la personne que j'ai reçue le plus souvent ici à Radio VM, Sylvie Drapeau, qui vient nous parler des 2 pièces d'Eugène Ionesco, La cantatrice chauve suivie de la leçon, mais également de son dernier livre, Le ciel. J'avais envie de faire un mauvais jeu de mots, mais ciel que c'est beau. Sylvie Drapeau, merci infiniment d'avoir accepté l'invitation. C'est toujours un plaisir, sincèrement. Alors, Ionesco, c'est la première fois que vous jouez dans du théâtre de l'absurde? C'est la toute première fois que je découvre ça. Je savais pas trop ce que je ferais avec ça. Puis finalement, j'y suis très heureuse, accompagnée par Luc Bourgeois dans le rôle de mon mari. C'est l'idéal. Oui, j'aurais dû dire bonjour, Mrs. Martin. Oui, Mrs. Martin. Alors, à vos côtés, Dorothée Berryman et Carl Béchard, qui jouent donc le couple Monsieur et Mrs. Smith. Vous-même et Luc Bourgeois, fabuleux. Vraiment, il y a des moments d'anthologie. Rémi Girard, qui joue le capitaine des pompiers, et Danielle Lorrain, qui se retrouve comme bonne, également dans la leçon. 2 fois la bonne. Et il y a Rosine Chouinard-Chauveau, qui, elle, joue le rôle de l'élève dans la 2e partie de la pièce. Alors, est-ce que vous avez dit oui tout de suite quand on vous a approché? Oui, parce que Normand Chouinard est un être exquis, très, très gentil, et j'avais le goût de travailler avec lui. J'ai vu de ses mises en scène, toujours, il y a ce souffle, hein, ce désir de... Il y a cette lumière. Il cherche la lumière, lui aussi, dans ses mises en scène. Alors ça me plaît beaucoup, bien que chez Ionesco, il y a une bonne part d'ombre, mais on rit beaucoup. Quoique vous êtes venu samedi après-midi, je sais pas pourquoi, les gens rient moins. C'est toujours comme ça. La veille, le vendredi soir, il fallait faire des pauses tellement les gens riaient. Oui, et le décalage est d'autant plus remarquable que le vendredi soir, ils riaient beaucoup, beaucoup. Puis le lendemain, samedi, tranquille. Ils sourient, je crois, mais ils vont moins rire. Je sais pas pourquoi. Samedi après-midi, c'est comme ça. Est-ce que ça affecte les comédiens? Est-ce que vous avez peur de vous dire... Les gens aiment pas ça. Ça peut pas faire autrement que... Mais on connaît la chanson. Il y a toujours un décalage d'une soirée à l'autre. De toute façon, c'est toujours un nouveau public. Toujours. Et c'est ça qu'il y a de merveilleux. Comme dirait Winnie dans Oli, toujours ça qu'il y a de merveilleux. C'est jamais pareil. Mais donc, on peut pas faire autrement. Lorsqu'on a eu un soir comme vendredi euphorique, le lendemain tranquille, discret, mais il y a une petite voix quand même sage à l'intérieur qui dit, c'est pas parce qu'ils rient pas qui sont pas dedans. Alors, le décor de Jean Bart est d'une très grande réussite. Les costumes de Suzanne Harel aussi. Dès qu'on voit les premières scènes, la façon que les gens sont habillés, et vous en particulier avec votre robe rouge qui vous va parfaitement, on ne peut pas s'empêcher que de rigoler des gens partant parce que le sujet de la pièce, je vous laisse raconter, on est dans un milieu bourgeois à Londres. Oui, donc les Smiths reçoivent les Martines et c'est tout simplement cette incapacité qu'ils auront à vraiment se parler jusqu'à la folie. Hein? On peut appeler ça la folie, la finale. Ionesco a écrit ça à partir de... Vous savez, la méthode Assimile pour apprendre l'anglais, ce sont des phrases toutes faites, parfois qui n'ont pas ni queue ni tête, juste pour le langage. Et donc, il est parti de ça. Et puis, il a créé cette pièce sur beaucoup de choses. On se reconnaît, on s'y voit humanité absurde, oui, souvent absurde, dans son absence de réelle communication, profondeur, écoute. Et pourtant, ça fait 20 ans qu'ils sont mariés. Ils ne savent plus quoi se dire. Ouais. Une tricote, l'autre lit son journal et je laisse découvrir les gens. C'est vraiment réussi de la part de Carl Béchard. Oui. Et là, il est 21h, l'horloge est là, c'est quasiment un personnage. Oui. Et ils vous ont oublié, vous et votre couple. Derrière la porte. Derrière la porte. Non, mais quand même. Et là, vous arrivez, vous nous faites une petite danse fort sympathique. Ils sont partis, ils nous laissent tout seuls longtemps, ils sont fâchés. Oui. C'est particulier parce que quand on regarde ça, les gens qui n'ont jamais vu la pièce peuvent se dire, bon, je pense que là, il y a quelqu'un qui a oublié quelque chose. C'est peut-être moi qui ne suis pas dedans et tout. Oui. Mais la déconstruction et la construction qu'en a faite Ionesco du langage, vous le disiez tout à l'heure, je pense qu'il y a peu de gens qui ont écrit des choses comme il l'a fait. Et il faut se remettre aussi dans le contexte, Sylvie Drapeau. Hein. On est dans les années 50. Il l'a écrite en 47. Oui.
Et cette pièce-là a été jouée... Et elle joue toujours à la Huchette, hein, à Paris. Ça fait 65 ans, je crois. Le 16 février. Oui, elle joue. Puis on va fêter avec eux parce qu'eux, ils vont faire un gros événement à Paris. Ils vont faire, je crois, 24 heures. Ils vont jouer les pièces sans arrêt avec plein d'équipes. Parce qu'il y a eu plein d'équipes, des vieux de la vieille qui vont revenir la faire. Et il y a un gros événement. Puis on va se skyper tout ça. Oui, on va communiquer puis on va fêter ensemble. Parce que ça fait 60 ans cette Bientôt, année. Là, ouais. En 57, jouer, alors vraiment, sans jamais s'arrêter. Ça ne s'est jamais arrêté, ça joue encore à Paris. 18 000 représentations. Oui. Seriez-vous prête à faire quelque chose comme ça? Bien, vous savez, Normand, il sait tout ça. Il connaît ce sujet tellement bien. Je ne sais pas combien il y a eu d'équipes. Ceux qui l'ont fait dans les années 50, plusieurs sont morts, évidemment. Certains sont très, très âgés. Ils vont venir faire leur petit tour pour les célébrations. Mais il y a eu... Peut-être, j'espère pas dire de niaiserie, j'en dis probablement une trentaine d'équipes. Vous comprenez? Il y a eu beaucoup d'équipes sur 65 ans. Imaginez, on peut jouer ça quelques années, mais à un moment donné, on peut aussi vouloir jouer autre chose. Mais derrière ce théâtre de l'absurde, que ça soit dans la leçon, dont on peut rien dire parce qu'au fond, c'est un feu roulant d'une étudiante qui est bachelière et qui voudrait obtenir encore plus, et son vieux professeur, qui est très particulier. Cours privé. C'est sur la domination, pour résumer. Voilà. C'est une pièce sur la domination. Il s'agit d'un professeur et d'une élève, mais la domination, c'est vaste. Et on reconnaît cette laideur qu'on a, les humains, parfois, lorsqu'on est dominant. Oui. C'est là-dessus. Et d'ailleurs, dès que l'élève en sait plus que le professeur, ça ne fait pas du tout son affaire. Non, c'est ça. Plutôt que de l'encourager, il dit oui, vous êtes très bonne, oui, vous allez passer, mais en même temps, ça le dérange un tout petit peu. Ouais. Mais derrière ce théâtre de l'absurde, Sylvie Drapeau, oui, on rit beaucoup, mais en même temps... Ah oui, ça grince. Ça grince. Est-ce qu'il y a un sens à cette existence? La peur du silence. Oui. On dit n'importe quoi juste pour combler les vides. Le silence, parce qu'on a peur de se connaître, en fait. Oui, exactement. On a peur de se découvrir. Ce qui est exactement l'inverse de votre nouvel opus, Le ciel, parce que dans ce livre-là, encore une fois, après Le fleuve qui a été écrit il y a à peu près 2 ans, il est rempli de silence. À l'inverse de Ionesco, que nous racontez-vous cette fois-ci dans Le ciel, après Le fleuve, où vous nous parliez de votre frère Roch, et on peut le dire, mort, noyé, et la meute. Et la meute. C'est toujours la même famille, puisque c'est la suite, vous l'avez vu. Et il y en aura 2 autres des suites, parce que c'est une quadrilogie. J'espère employer le bon mot. Il y a 4 romans, 4 opus. Et ceci, Le ciel, c'est le 2e. Donc, la narratrice du fleuve a maintenant 20 ans, et elle doit faire face à la mort de sa mère. Donc, la narratrice s'adresse à sa maman. Autant la narratrice avait 5 ans dans Le fleuve, s'adressait à un mort, son frère. Cette fois-ci, elle s'adresse, la narratrice, à sa mère morte. Ça va être pareil pour le 3 et le 4. C'est ça le thème de cette œuvre, si je peux dire. Je voulais m'adresser aux morts. Je m'inspire complètement de la réalité, de ma réalité, de ma vie, mais c'est une création autour du deuil. Toujours. Cette création se poursuit d'un opus à l'autre. Il s'agit toujours d'un deuil. Il y a toujours quelqu'un qui est mort. Et la narratrice s'adresse toujours aux morts. C'est aussi, dans ce cas-ci, elle va perdre sa maman au moment où elle est dans un grand désarroi amoureux, une déception amoureuse de jeunesse, un désarroi, un mal de vivre. Et elle perd sa maman à ce moment-là, alors qu'elle est en peine d'amour. Fait que c'est les deux. C'est à nouveau sur l'amour. Parce que c'est toujours de ça. Moi, j'adore Alexandre Marine, le metteur en scène russe. À toutes les soirs de première, il nous met en cercle, on se met en cercle avec lui. Et il y a toujours un moment où il dit « Well, it's about love. » Que c'est beau. Toujours, il dit ça. Et moi, ça vient me chercher, c'est parfait pour moi. Pour monter en scène, et c'est au sujet de l'amour. Lorsqu'il a dit ça la première fois sur Marie Stuart, je pensais qu'il disait pour Marie Stuart, puis c'était tellement vrai. Mais après, il y a eu Tramway nommé Désir, puis dans le cercle, il a encore dit « Well, it's about love. » Et puis, Vasa, well, it's about love. Là, j'ai compris, il dit toujours ça. C'est son mantra. C'est son mantra, puis c'est toujours vrai. Mes romans, c'est tellement ça aussi. It's about love. Oui. Again. C'est vrai que ce sont des morts à qui vous vous adressez, mais en même temps, c'est la vie
qui prend le dessus. Et oui, parce que la vie, mais la mort, c'est au cœur de nos vies. Plusieurs fois dans nos vies, combien de morts? À combien de morts pouvons-nous nous adresser? Parce qu'on peut leur parler. Enfin, moi, je me permets, puis ça me fait du bien, puis je parle à mes morts, puis c'est comme ça que j'écris. J'écris à mes morts. Mais ils nous habitent toujours, mais oui, même 30 ans plus tard. Ben oui, parce que c'est pas si impudique que ça, c'est pas si personnel que ça, parce que c'est universel. Parler à nos morts, ils sont là, puis tout le monde connaît la chanson. Oui. D'ailleurs, votre roman l'est universel. Vous disiez, vous partez de vous, mais ça va vers l'autre. Et on a tous des autres dans notre vie. Et malheureusement, on a tous des morts déjà dans nos vies aussi. Puis lorsqu'il meurt, on se dit, j'aurais voulu être meilleure auprès d'elle, auprès de lui. J'aurais voulu l'écouter mieux, la regarder mieux. Si j'avais su qu'elle partirait si vite, parce que maman est morte jeune. Et donc, la narratrice, elle prend conscience de beaucoup de choses. Elle prend conscience de son amour, évidemment, et prend conscience de l'amour que sa mère a eu pour elle, qui, dans sa jeunesse, est un peu baveuse. Elle voudrait plus. Mais lorsque sa mère s'en va, elle comprend le plus qu'elle avait eu déjà de sa mère. Mais Sylvie Drapeau, vous représentez, en tout cas à l'époque, un peu ce que votre mère aurait voulu être, parce qu'elle aurait eu possiblement des talents de peintre. Et vous êtes l'artiste. Pas encore, mais elle le sent. Oui. Et est-ce la que jeune femme a 20 ans. Elle fait un peu, la jeune femme, elle amorce un peu la carrière que la mère aurait tant voulu. La mère aurait voulu être chanteuse d'opéra, mais j'en témoigne pas dans le ciel. Ça, c'est plus la vie. Parce que le roman, il y a la vie. Il y a les anecdotes de la vie, grandes ou petites. Mais le roman, c'est les quelques anecdotes qui n'en sont pas, comme la mort, qui sont dans le roman, sont au service du roman. Oui. C'est-à-dire que ma sœur dirait, c'est nous, mais c'est pas nous. Parce que le roman a sa loi. Et je suis au service du roman, qui a quelque chose de plus grand que moi à dire, qui s'adresse à vous et à vos morts, vous lecteurs. Oui. Est-ce que c'est une façon comme de se racheter un peu ce que vous faites par rapport justement à ces morts? Est-ce que c'est une forme de rédemption? Probablement de la rédemption. Moi, j'aime la rédemption. Je cherche ça dans les pièces que je joue. C'est ça qui m'intéresse le plus. Comment on traverse les épreuves. Ça, c'est vraiment ce que j'aime le plus. La résilience, la rédemption. Ouais, je cherche ça beaucoup, beaucoup. Auriez-vous pu écrire ces 2 livres-là il y a 20 ans? Où ça prenait... Peut-être que tout est bien, puis je suis 55 ans, puis c'est maintenant que ça doit se faire. Je pense que je suis sûre que tout est bien. C'était un rêve de jeunesse, écrire. C'est quand j'avais 14 ans qu'on me disait « Pourquoi tu t'en vas en lettres au cégep? » Et parce que je vais être écrivain, que je répondais. Mais j'ai pas osé avant maintenant, puis c'est parfait. J'ai commencé à 48 ans, parce que tout ça, le fleuve, le ciel... Et les 2 autres, tout ça, c'est sur plusieurs années, vous savez. Ils sont tout petits, c'est des poids-plumes, mais il y a des années dans chaque livre, plusieurs années. 70 pages, mais ramassées, poétiques comme toujours. On sent Sylvie Drapeau derrière cette plume, mais je me répète, cette plume appartient aussi à tout le monde. Quand on lit le livre, on a l'impression que vous parlez un peu de moi, de mon voisin, de quelqu'un d'autre. Mon Dieu, merci. C'est ça que je cherche. C'est cette beauté, c'est cette communion. C'est cette communion que je cherche, que je chéris, que c'est ma quête. Est-ce que vous savez déjà à qui s'adressera le 3e livre? Je ne saurais pas le nommer, mais le 3e livre est une plongée au cœur de la schizophrénie. Oh là! Oui. OK. Et malgré tout, it's about love. Voilà. Alors, on vous retrouve à partir du 15 mars, et ce jusqu'au 8 avril, au Théâtre Denise Pelletier, où vous allez jouer dans l'avare de Molière. Oh, Frosine. Frosine de Molière, c'est ravissant, c'est très joli, c'est beau, c'est profond, Molière. C'est brillant, il est comique, mais fin museau, fin renard. Et là, vous travaillez de nouveau avec un grand metteur en scène, Claude Poisson. Oui, pour la première fois. Sylvie Drapeau, c'était un bonheur que de vous recevoir à nouveau. Beaucoup. La porte vous est toujours ouverte. C'est très gentil. Merci infiniment. Alors, en un premier temps, vous allez au Théâtre du Rideau Vert voir La Cantatrice Chauve suivie de La Leçon dans une mise en scène de Normand Chouinard, 2h20, incluant l'entracte de Pur Bonheur. Et, bien entendu, vous lirez le livre Le Ciel. Les 2 sont indépendants. Si vous n'avez pas lu Le Fleuve, vous pouvez très bien lire Le Ciel aussi.